Non, mais après Groudon, on a Kyogre maintenant. Hein. Au moins, il fait plus aussi chaud, ce qui est pas plus mal. Joyeux mois des fiertés à toutes et tous. Pour fêter ce mois qui s'annonce coloré et quelque peu pluvieux en ce début de mois, je vais vous faire une petite recommandation avec 10 œuvres queer, ou en tout cas avec des personnages queer, LGBTQIA+. Bref, il y aura un petit peu de tout, beaucoup de mangas, quelques romans, et puis voilà. Et promis, je vais essayer de ne pas m'épancher sur chaque livre, parce qu'avec 10 recommandations, ça peut aller très loin avec moi. On se sait à ligne du montage, hein. Des fois ça peut être très long. Je vais commencer avec une œuvre que je n'ai pas à la maison, mais dont je garde un excellent souvenir. Il s'agit de La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. Oui, je suis myope, je dois me rapprocher à 10 cm de l'écran pour arriver à voir quelque chose. C'est enfin le moment des vacances d'été pour Harry qui vient tout juste de finir le lycée, et lui qui habite dans un petit village au bord de mer. Tout ce qu'il veut, c'est aller à l'université, c'est aller dans la grande ville, c'est vraiment tout quitter pour presque recommencer à zéro et pour voilà, espérer une vie plus palpitante que sa petite bourgade natale. Sauf que Harry va devoir aider son père à la boulangerie et notamment l'aider à recruter quelqu'un qui pourrait travailler pendant la période estivale et peut-être un peu plus pour un peu alléger la charge de travail. Et c'est là que Harry va faire la rencontre d'Hector, qui est quelqu'un de très solaire, très joyeux, et qui est surtout passionné de cuisine et de pâtisserie. Et à force de discuter, à force de se rapprocher, il y a des sentiments qui vont naître entre eux, et c'était absolument adorable. Je pense que pour les fans de Heartstopper, c'est une lecture parfaite pour vous, parce qu'on est typiquement sur une ambiance très estivale, sur une ambiance de lycée, début université, donc c'est un peu le moment un peu du coming out aussi pour Harry, parce que si je me souviens bien, il n'a pas fait son coming out au début du roman graphique. Et ça sera aussi pour lui le moment de devenir adulte et le moment de peut-être revoir un peu ses priorités et voir ce qu'il désire réellement. Est-ce qu'il veut vraiment aller à la ville ou profiter de cet été avec Hector, et peut-être plus que l'été. Et surtout que Hector est un véritable petit sucre, vraiment, il est absolument adorable et ils forment vraiment un duo très attachant, et c'est pour ça que je pense que les fans de Heartstopper pourraient aimer. J'en garde un excellent souvenir, je peux pas en parler plus que ça parce que je l'ai lu il y a très longtemps, mais vraiment j'en garde un très bon souvenir. Nous allons rester un petit peu sur les œuvres graphiques avec Still Sick de Akashi. Nous suivons Makoto qui est chef d'équipe dans une entreprise de design ou d'ingénierie en tout cas, et qui a vraiment le comportement de l'employé modèle. Elle est fiable, elle arrive à souder les gens, elle a vraiment un comportement de leader, et vraiment elle est bien sous tout rapport avec tout le monde. Voilà, on a l'impression que on lit en elle comme dans un livre ouvert, et que elle n'a rien à cacher. Sauf que ce que Makoto n'ose pas dire à ses collègues, à ses proches, etc., c'est que elle est autrice de manga, et plus particulièrement de manga Yuri. Les Yuri étant des histoires d'amour entre femmes. C'est même plus précis que ça, puisque elle fait des doujinshi, qui sont en fait des mangas repris par les fans. C'est des fanfictions en fait d'univers déjà existants, et en fait elle n'écrit les fanfictions que autour de personnages féminins et autour de la romance autour de personnages féminins. Et en fait souvent les auteurs et autrices des doujinshi se font connaître dans des conventions, donc Makoto y va régulièrement, et c'est là qu'elle va croiser une de ses collègues de travail, Akane, qui du coup n'était absolument pas au courant qu'elle était éventuellement autrice de quelque chose, et encore plus de doujinshi lesbien. Makoto est quelque peu gênée, alors que Akane, elle, est carrément ravie, et que elle se dit que c'est peut-être l'occasion pour elle de reprendre sa vie en main et de reprendre sa passion là où elle l'a arrêtée.
J'ai absolument adoré cette série. Et là, le point positif de cette série, c'est que c'est une série en 3 tomes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aime? Une histoire d'amour lesbien entre 2 fans de manga, 2 fans de dessin qui aimeraient devenir autrice pour l'une et redevenir autrice pour l'autre. Et voilà, il y a toute une alchimie qui va se créer entre elles, qui est vraiment très très chouette. Et il y a de forts questionnements sur l'identité, dans le sens... Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très bien fait, que c'était très touchant, assez juste pour Akane plus particulièrement, puisque c'est une âme assez ébréchée par un burn-out. Donc c'était vraiment très touchant et voilà, elles sont absolument adorables. J'ai beaucoup aimé cette série. Et là, du coup, je vais vous présenter une série que je suis en train de lire et je n'ai pas encore les 2 derniers tomes de la série puisque, si j'ai bien compris, on a un tome selon le choix du personnage principal. Vous allez comprendre, c'est à l'image de Mona Lisa de Tsumoji Yoshimura. Nous sommes dans un monde alternatif où les gens décident eux-mêmes de leur sexe, ou en tout cas de leur genre. Et c'est à l'âge de 12 ans que la plupart des pré-ados, des enfants, enfin bref, des adolescents de cet âge-là, vont faire leur choix entre le masculin ou le féminin. Et ça se fait assez naturellement, et à partir du moment où ils se décident pour un genre, voilà, en fait leur corps, qui n'avait pas d'attribut sexuel à la naissance, va s'adapter et va attribuer du coup les organes nécessaires pour s'attribuer le genre en question. Sauf que là, nous sommes avec Inase qui a 18 ans et qui n'arrive pas à choisir. Et elle ne se sent pas attirée plus que ça par un genre ou par l'autre, et du coup, le temps arrive à son terme quand même, puisque dans cette société très binaire et très casée, hein, on va dire ça comme ça, Yel va devoir décider. Et surtout que ses 2 meilleurs amis, qui sont un garçon et une fille, lui mettent un peu la pression parce que, en fait, ils sont tous les 2 amoureux de lui et ils aimeraient bien qu'elle choisisse pour savoir avec qui elle sortira. Donc vous l'aurez compris, c'est tout un questionnement sur le genre, sur l'identité, que j'ai trouvé vraiment très intéressant à étudier dans une œuvre comme ça, parce que c'est, je crois, la première fois que je vois une œuvre aborder cette question de la transidentité de cette manière-là, et je trouve que c'est vraiment très chouette. J'ai mis un bon bout de temps avant de reprendre la série, parce que dans le premier tome, on a quand même des réflexions, on a quand même des personnages secondaires, donc les 2 meilleurs amis qui sont Shiori et Ritsu, qui sont très, très imposants en fait, et qui mettent effectivement beaucoup la pression sur Inase, et j'étais pas forcément à l'aise avec ça. J'ai quand même continué à accumuler les tomes parce que j'étais quand même curieuse de voir où est-ce que ça pourrait aller, et c'est une série en 8 tomes. 8 tomes du coup, puisque j'ai les 6 premiers. Et en fait, je me suis relancée dans la série parce qu'il y a quelques temps, j'ai feuilleté le 6e tome pour voir un peu où ça allait. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement les personnages secondaires avaient un développement dans le fait que, ils mettaient beaucoup la pression sur Inase et que c'était pas très sympa. Et puis, je vous avouerai que le fait qu'il y ait un tome selon le choix d'Inase m'intrigue de plus en plus et me donne envie en fait de terminer la série, parce que du coup on a quand même les 2 scénarios qui sont possibles et on ne reste pas enfermé dans une des possibilités. C'est ce que je craignais aussi un petit peu, que le choix final d'Inase soit la finalité de la série, alors que là, avec un tome pour chaque choix, je trouve que c'est plutôt un joli twist pour donner l'opportunité de soit de rester dans la binarité, soit d'être dans la non-binarité pour les lecteurs et les lectrices, et du coup je trouvais ça très chouette. Donc je vais me remettre à cette série et je vous en dirai des nouvelles très certainement bientôt. Nous allons rester dans la transidentité avec La mauvaise habitude d'Alana S. Portero, qui est un de mes coups de cœur de 2023 si je me souviens bien.
Nous y suivons une petite fille transgenre qui se rend très vite compte, en fait, que c'est une fille transgenre, sauf que elle habite dans les quartiers populaires de Madrid dans les années 80, et bah du coup, c'est pas très bien vu d'être une femme trans, d'être une fille trans, enfin... Bref, d'être trans dans un univers comme ça, c'est pas très bien vu. Sauf qu'au fil de son existence, elle va réussir à glaner des figures de la transidentité, des figures plus ou moins proches qui vont lui permettre d'être de plus en plus en accord avec son identité. Et malgré les mauvaises rencontres qu'elle fera dans son existence, la narratrice arrivera à accepter son identité et à s'épanouir, en fait, en tant que femme trans. Je ne saurais pas vous dire si c'est de l'autofiction ou si c'est une retranscription assez fidèle de son existence à elle, mais en tout cas, c'est servi avec une plume. Mais une plume, mes amis! Ah là là, qui est merveilleuse. En quelques lignes, l'autrice a réussi à m'accaparer dans son monde, elle a réussi à m'agripper et à me faire voir son monde à travers ses yeux, et c'était vraiment très très beau. Il y a notamment un personnage où je me suis dit, mais je veux avoir un roman sur cette femme. C'est par rapport à une sorcière du quartier, et en quelques lignes, je mourrais d'envie d'en savoir plus sur cette sorcière. Bon, on est bien d'accord que sorcière, c'est un surnom très péjoratif qui a été donné à une femme de son quartier, mais en quelques lignes, j'avais soif de tout voir sur l'existence de cette femme, et ensuite, de par la narratrice, et elle arrive à nous inclure dans ces moments très, très importants de sa vie, qui soient beaux, touchants ou absolument dramatiques, et j'ai absolument adoré. C'est un texte que j'ai trouvé très très beau, très juste, très vrai, et qui je pense m'accompagnera pendant un temps, parce que vraiment la plume, mes amis, mais la plume! On va revenir sur les mangas avec un manga dont je pense vous avez entendu parler un peu partout parce qu'il a fait un peu le buzz, et j'en ai aussi parlé sur mon compte Instagram avant de le faire en vidéo. Il s'agit de She Wasn't a Guy de Sumiko Arai. Nous suivons Aya, qui est une jeune lycéenne et qui a son petit jardin secret. Si avec ses copines elle partage pas forcément sa passion pour le rock, parce que c'est clairement pas leur style, et elle n'arrive pas à partager ça avec elle. Elle arrive à partager cette passion avec le disquaire qui est dans une petite boutique de quartier et qui est absolument craquant. Et Aya a un petit crush sur lui, puisque il est absolument, il représente tout ce qu'elle aime en vérité, habillé en noir avec des piercings. Elle est convaincue qu'il a des tatouages aussi, il a toujours un masque, ce qui rend son côté très mystérieux, très attirant, et du coup avec le titre vous vous doutez bien que en fait c'est pas un monsieur. En fait, c'est Mitsuki qui est une de ses camarades de classe. Et Mitsuki, elle a un peu une double vie, parce que si dans la boutique de son oncle, elle arrive à avoir ce style très alternatif, très rock, avec des piercings, son masque, etc., et d'un autre côté, quand elle est au lycée, forcément, elle est obligée d'avoir un look beaucoup plus passe-partout, et donc, elle a son uniforme, elle est obligée d'enlever ses piercings, d'enlever son masque, et d'avoir un look beaucoup plus acceptable pour une jeune femme de son âge. Et du coup, comment va réagir Aya quand elle va se rendre compte du poteau rose ? On se demande bien. Là aussi, ce qui est très plaisant, c'est que c'est une série courte en 4 tomes. Et j'ai très hâte de la sortie du 4e tome, parce que le 3e s'est terminé sur un cliffhanger et j'étais en mode, mais donnez-moi la suite. Pour tout vous avouer, j'ai eu un peu du mal avec le 1er tome, parce que je m'attendais à une narration relativement commune dans les mangas et / les romances, avec éventuellement une alternance de points de vue, mais surtout une certaine continuité dans les chapitres. Or, on est un peu plus proche du tranche de vie. C'est-à-dire qu'il y a certains chapitres qui n'ont absolument aucun lien les uns avec les autres, simplement parce qu'il y a une ellipse entre, et donc il y a des événements qui sont passés sous silence. Et du coup, il y a un certain moment, j'étais un peu perdue, je me disais, mais pourquoi on suit plus la rencontre? Pourquoi on suit plus, voilà. Et après avoir lu les 3 premiers tomes, je dirais que cette hachure, on va dire, dans la narration, c'est ce qui fait partie de son charme, parce que on se concentre vraiment, du coup, sur l'évolution de leur relation et des sentiments amoureux qui naissent
naissent entre elles. Et ce qui est vraiment très chouette, d'ailleurs je ne l'ai pas montré à l'image de Mona Lisa d'ailleurs, mais c'est que dans ce manga nous avons des touches de vert, puisque voilà, on a très bien remarqué qu'il y avait du vert ici. Et bah voilà, en fait, on a plein de touches de vert, de manière pas forcément aléatoire, mais qui rendent le manga vraiment très peps, et c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est un peu le même principe avec à l'image de Mona Lisa, puisque on a donc le manga en noir et blanc classique, sauf que les yeux de Inase sont constamment bleus. Et en fait, il y a quelques petites touches de bleu qui apparaissent dans le manga. Alors évidemment, je vais trouver des pages où il n'y a pas de bleu. Bon, en fait, je vais vous montrer le début d'un chapitre pour vous montrer un peu l'ambiance, qui est vraiment pas du tout la même que pour She Wasn't a Guy, parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus doux, alors que vraiment, She Wasn't a Guy, c'est très peps, je trouve. Du coup, si vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas entendu parler de ce manga et qui seraient curieuses de le lire, eh bien, je vous invite très fortement parce que c'est très très chouette, c'est très doux, c'est une romance lycéenne, tout ce qu'il y a de plus mignon. Bref, on adore. Retournons un petit peu dans les romans et dans les romans de l'imaginaire pour cette fois, avec Fragment d'un dieu mourant de Jonathan Brichki. Brichki, je sais pas comment on le prononce, je suis désolée. Comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je suis en partenariat cette année avec les éditions ActuSF pour découvrir leur nouvelle collection qui est Nagori. C'est une collection de novellas et qui se concentre principalement sur la littérature de l'imaginaire. Et à chaque fois, on a le choix entre une des nouvelles sorties. Et donc, moi j'avais choisi celui-ci, Fragment d'un dieu mourant, parce que bon bah déjà la couverture. Et puis surtout parce que le résumé me faisait très très envie. Dans cet univers qui se rapproche de la fantaisie médiévale, on est dans un royaume qui se calque aux humeurs du suzerain. C'est-à-dire que lorsque le roi est heureux et joyeux, tout va bien, et quand le roi est triste et en dépression, rien ne va plus. C'est ce qui arrive malheureusement au dernier roi en date, puisque quand il est arrivé sur le trône, il était très joyeux, etc. Sauf que, petit à petit, la dépression a commencé à l'attaquer, et maintenant il est au fond du gouffre, dirais-je même, ce qui pousse un de ses gardes personnels à partir dans une quête désespérée pour non seulement essayer de sauver le royaume, mais surtout essayer de sauver l'amour de sa vie, sauver son roi. Ce qui m'a de suite charmé dans ce roman, c'est la plume de l'auteur. C'est une plume très poétique, très mélancolique, qui annonce vraiment le ton du roman, et c'est ce qui le rend encore plus touchant à mon sens. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un petit passage du tout début, je ne vous spoile rien, pour vous laisser voir la plume de l'auteur. Quand j'étais enfant, lorsque le soleil terminait sa ronde, ma mère me racontait l'histoire du monde. Sous notre chaîne, elle me serrait tout contre elle, même lors des rares périodes où les nuits et les jours se confondaient, et lorsque les rayons s'éteignaient, elle me murmurait un récit immortel. Pendant ces périodes obscures qui trébuchaient dans leur propre temporalité, des peurs inexplicables gémissaient dans mon cœur. Une nuit souveraine était la fin de tout un univers pour moi. Mais que les feuilles de notre arbre suintent de moisissure ou resplendissent sous la rosée, ma mère attendait toujours le coucher du soleil. Elle devinait sa descente dans les ténèbres auréolée par la lanterne dans ma main. Ce soleil n'existait alors pour personne d'autre que nous. Je me souviens de chaque histoire, je me rappelle le moindre souffle, je n'ai pas oublié cette légende, celle de la disparition des immuables. Et évidemment, je m'arrête là. Vous vous doutez bien que sur 1 heure de rush, la Aline du montage allait devoir faire quelques petites précisions, parce que je ne sais pas pourquoi, mais le tournage de cette vidéo recommandation a été un véritable enfer. Je suis ressortie de mon bureau, j'étais exténuée. Parce que oui, parler pendant 1 heure d'affilée à faire une dizaine de recommandations sur 10 livres différents, ça fatigue. Et je n'avais clairement pas anticipé ça. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je n'ai pas parlé de plus d'aspects positifs de Fragment d'un dieu mourant que de sa plume qui est extraordinaire. Et je le pense toujours, il est très très bien écrit. Mais je vais quand même en parler un petit peu plus, puisque hormis vous avoir lu le Linky Pit,
Je ne vous en parle pas plus que ça. Ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est que nous ne sommes pas sur un récit chronologique des faits, donc du soldat qui rencontre son roi, qui vient tout juste de monter sur le trône et qui sombre petit à petit dans la dépression. On a un récit alterné avec le soldat qui part dans sa quête et qui rencontre des animaux, si je me souviens bien, qui rencontre des personnes, qui rencontre en fait le royaume dans les conditions difficiles dans lesquelles il vit parce que le roi est en profonde tristesse. Et en parallèle, nous avons le développement de la relation amoureuse entre le roi et son soldat, et puis la descente aux enfers du dit roi. Il y a vraiment des scènes qui sont très très belles, surtout celle du jardin. C'est vraiment le lieu où littéralement les émotions et les sentiments s'ouvrent et s'épanouissent comme des fleurs. Et l'auteur arrive vraiment à nous donner une ambiance, qu'elle soit mélancolique ou qu'elle soit vraiment pleine de poésie, pleine de grâce, je dirais presque. Les deux personnages sont très touchants et on a énormément d'empathie, surtout envers le roi, puisque je ne vais pas le développer parce que j'ai essayé dans le rush et je sais que je vais galérer à expliquer de manière claire qu'est-ce qui se passe dans ce livre et la manière dont fonctionne le royaume, mais en gros, le roi a été choisi par une instance presque divine, et donc ce n'est pas son choix à lui, et il n'a jamais été élevé pour devenir roi. C'est un homme du petit peuple qui est devenu roi du jour au lendemain, et en fait on se doute en fait du poids que ça peut représenter sur de frêles épaules, qui part de sa ferme natale pour devenir littéralement le roi d'un royaume où son humeur va orienter le destin de ce dit royaume. Ça serait presque insupportable pour certaines personnes, et à plus le roi s'en rend compte, à plus il se rend compte de ses responsabilités, et à plus il va sombrer dans l'abîme. La psychologie des personnages est vraiment bien faite, surtout celle du roi pour le coup, et puis même celle de son soldat, puisque au départ il est juste là en mode je dois protéger mon roi littéralement, et par la suite ce n'est plus protéger mon roi, mais c'est protéger la personne qui compte le plus au monde pour moi. Ce qui m'a empêché de ressentir un réel coup de cœur pour ce livre, c'est cependant sa fin, puisque je l'ai trouvé là pour le coup quelque peu nébuleuse. Alors il faudrait peut-être que je le relise pour être sûre que je n'ai réellement pas compris ce qui se passait, parce que il y a pas mal de personnages qui arrivent d'un seul coup, ont des pouvoirs relativement divins. Il y a les légendes dont l'auteur nous parle dans l'Incipit qui se mêlent du coup à cette histoire, et du coup je me suis sentie un peu perdue avec la profusion assez soudaine de nouveaux personnages, et donc je me suis sentie un peu perdue, et même si j'aimais l'ambiance que l'auteur mettait dans sa scène finale, je n'ai pas bien compris les tenants, les aboutissants et les enjeux, donc il faudrait que je relise peut-être, avec justement cette fin en tête, et que j'essaye de voir si vraiment je n'ai vraiment pas compris. C'est un peu différent que pour Briser les os, dont je vous parlais dans une de mes précédentes vidéos, où là pour le coup, à la fin de l'histoire, il y a l'apparition d'un personnage, on va dire divin, qui va relancer les cartes pour le tome 2 éventuellement. Mais là, ça n'a pas été fait de la même maîtrise, et du coup je me suis sentie perdue. Mais ça n'empêche que ce livre est vraiment très bien fait, la plume est très bien faite. On a une histoire complète, une histoire très bien écrite, une histoire dont on est... Alors, moi qui n'ai pas été totalement satisfaite de par cette fin quelque peu nébuleuse, mais la quête, en tout cas, de ce soldat était très touchante. Le personnage qui me marque surtout, c'est celui du roi, parce que je me suis mise à sa place et je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais, moi, à sa place, si j'étais simple fermière et que je devenais reine d'un seul coup? Ça serait quelque peu compliqué. J'en ai fini avec mes précisions. Je vous laisse avec la Aline du début du mois, qui ne vit pas la canicule que nous avons en mi-juin. Voilà. Elle était très heureuse. Elle était très heureuse de plus être en canicule. C'est un auteur que je pourrais suivre vraiment, parce que c'est son premier roman et il est vraiment très bien mené. Et c'est aussi un très bon début pour cette nouvelle collection aux éditions Actes Sud. Je suis ravie d'être en partenariat avec eux pour continuer à découvrir des nouvelles plumes comme ça. Revenons au manga avec... Ce n'est pas une romance, je vous rassure. Il s'agit de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani.
Nous y découvrons Yuki, une petite mamie qui vit dans son petit quartier au Japon et qui, par un jour de forte chaleur, rentre dans une librairie et s'attarde sur les rayonnages le temps que, voilà, qu'elle se rafraîchisse et qu'elle profite un peu de la climatisation. Et c'est là où elle va tomber sur une couverture qu'elle trouve absolument sublime. Et forcément, elle a envie d'acheter le livre, et donc forcément, elle achète le livre. Sauf que la réaction de la vendeuse lorsque elle arrive à la caisse la surprend un petit peu, puisque la vendeuse lui propose un espèce de cache-livre pour éviter de montrer la couverture aux gens qu'elle côtoierait dans la vie, dans les transports en commun, dans la vie, etc. Donc Yuki refuse, parce que elle est en mode je comprends pas. Et lorsqu'elle rentre chez elle, c'est là qu'elle découvre qu'en fait, elle a acheté un boys love, c'est-à-dire une histoire d'amour entre deux garçons. Et si elle est surprise un petit peu au début, en fait, Yuki va devenir giga fan. Et c'est ce qui va la rapprocher de la fameuse vendeuse, Urara, qui, au contraire de Yuki, est beaucoup plus sur la réserve et a presque honte d'apprécier les boys love, d'apprécier ce genre de romance alternative, entre guillemets. Et une belle amitié va naître entre ces deux fans de boys love. Je me répète, mais j'aime bien les séries courtes dans les mangas, et ça, c'est une série en 5 tomes. Nous apprécions, et c'est une série terminée. Si vous ne le savez pas, un de mes péchés mignons, c'est une histoire toute mignonne avec des personnes âgées. Vraiment, oui, voilà, c'est mon petit péché mignon. Et comment vous dire que j'étais absolument servie avec cette belle amitié qui se crée entre Yuki et Urara. Urara est très touchante également parce que on a un peu plus... Je dirais presque ce cliché de la lycéenne, si je me souviens bien, ou en tout cas elle est apprentie libraire, mais elle est encore en études. Et en fait, elle est en grand questionnement sur son identité, sur ce qu'elle aimerait faire plus tard, qu'est-ce qu'elle voudrait faire en tant qu'adulte, et elle est fan de boys love, et elle-même écrit des doujinshi. Voilà, la boucle est bouclée. Écoutez, j'aime bien j'ai mes centres d'intérêt. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et s'il y a bien un autre type d'histoire que j'aime beaucoup voir, c'est le pouvoir de la littérature, le pouvoir de la fiction pour rassembler les gens, même lorsqu'ils ont plus de 60 ans d'écart. Nous arrivons à l'avant-dernier roman avec C'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et de Samantha Bailly. Oui, je l'ai sorti de ma palle, ça y est. Nous y suivons Prudence, qui est une jeune fille au lycée, collège. Elle a 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et elle est absolument fan d'une youtubeuse qui s'appelle Lolita, qui, présente ses tutos make-up, présente des produits de maquillage, de soins, qui, vraiment, la youtubeuse beauté par excellence. Et ça fait partie de ces petits rituels de regarder la dernière vidéo de Lolita avec son groupe de copines, parce qu'elle a carrément un groupe de fans. Elle gère un compte Instagram de fans de Lolita. Et chaque vidéo est un événement. Sauf que ça fait plusieurs jours que Lolita ne poste plus rien, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube même, elle ne poste plus rien. Et Prudence est convaincue d'une chose, il lui est arrivé quelque chose, et c'est forcément quelque chose de grave parce qu'elle ne les abandonnerait pas quand même. C'est un roman que j'ai trouvé très complet parce qu'on aborde énormément de sujets. On aborde la pression que les marques peuvent mettre sur les influenceurs ou les influenceuses, et malgré leur âge, parce que Lolita a 16 ans et elle se prend des lettres, t'as peur. La problématique des VSS lorsque nous sommes justement une entité publique, on va dire, qui ne nous protège pas forcément des agressions et du chantage qui peut en résulter par la suite. Donc oui, on parle de ce genre de sujet. C'est un des gros trigger warnings du livre, notamment, avec pensée noire, etc. La santé mentale, évidemment, des influenceurs et des influenceuses, parce que ils se mettent énormément la pression pour des résultats qui sont parfois en deçà de leur espérance et de l'espérance des marques, donc ça met aussi la pression. Le fait de devoir jouer un personnage quand on est un personnage public, on va dire, et bien sûr la violence des réseaux avec tout ce qui implique cyberharcèlement, menaces, tout ce qu'on apprécie sur Internet. C'est faux, nous n'apprécions pas ça sur Internet. En ce qui concerne Prudence, on va plutôt être sur de l'acceptation de soi, avec justement une jeune fille qui a envie de faire plaisir à ses parents, d'être une très bonne danseuse étoile parce que c'est son rêve, et puis elle a envie de rendre fiers ses parents, mais en même temps, elle a une prof qui a des méthodes éducatives quelque peu discutables, pour ne pas dire toxiques.
Et surtout, une orientation sexuelle qu'elle a de plus en plus de mal à garder pour elle, même si, en fait, forcément, elle a très peur des conséquences, elle a très peur de ce que ça pourrait renvoyer comme image sur ses parents et ce que les gens pourraient dire, etc. Donc, les vidéos de Lolita sont une bulle bienvenue dans ce quotidien où elle se pose énormément de questions, où elle se met beaucoup la pression. Et sur ça, elles se rejoignent un petit peu, Lolita et Prudence, dans leur vie personnelle, parce que elles ont à peu près le même chemin à parcourir. Malheureusement, il y a un ralentissement du rythme quand on arrive à la moitié du bouquin, parce que on est sur quelque chose qui ressemble à du thriller au début, parce que on a ce côté, on sait pas ce qu'est devenu Lolita, on la suit quand même un peu, donc on sait pas exactement ce qui se passe, on est en différé par rapport à Prudence, donc on n'est pas sur la même temporalité, donc on sait pas ce qui lui est arrivé, donc peut-être que c'est quelque chose de grave, sauf que le suspense ne tient pas jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais en même temps, c'était pas tant le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est la reconstruction, c'est l'acceptation de soi, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé. Et voilà, c'est aussi la naissance d'une belle amitié entre elles. Et c'est pas une métaphore pour dire que non, elles vont vraiment devenir amies. Si vous n'avez pas encore lu Samantha Bailey, si vous n'avez pas encore lu Anne-Fleur Multon, franchement, je vous les recommande parce que c'est vraiment très bien écrit, c'est très touchant et c'est très vrai. Nous arrivons à l'avant-dernière recommandation. Tenez bon, on va y arriver. Il s'agit de The Summer Hikaru Died de Mokumokuren. Nous suivons deux jeunes lycéens dans la campagne japonaise vraiment reculée. On n'est pas proche de Tokyo, on est vraiment dans un village qui croit encore au folklore, aux légendes qui tournent autour de ce village. Et nous suivons donc Yoshiki et Hikaru, qui sont vraiment les deux meilleurs amis, on ne voit jamais l'un sans l'autre, jusqu'au jour où Yoshiki va poser une question quelque peu étrange à Hikaru. Qui es-tu? Parce que tu n'es pas Hikaru. Et la réponse va être, effectivement, je ne suis pas Hikaru, mais j'ai besoin de ce corps, j'ai besoin de vivre, donc garde ce secret pour toi pendant un temps. Pour les amateurs et les amatrices d'horreur, vraiment, je vous recommande cette série qui est très dérangeante et en même temps très touchante parce que on suit, au départ c'est pas dit explicitement, mais les deux protagonistes sont gays et on suit ce lien très fort qui se tisse entre eux alors que ce n'est pas Hikaru. Et du coup Yoshiki se dit vu que je ne peux pas accepter la mort d'Hikaru, on va faire comme si. Parce que je n'arrive pas à faire le deuil, j'arrive pas à accepter qu'il ne soit plus là, donc autant faire semblant plutôt qu'accepter. C'est une œuvre très rude, mais en même temps qui est fantastique. J'ai d'abord découverte avec la série animée et dès les premiers épisodes, j'étais à fond dans l'ambiance, j'étais à fond dans justement ce lien, ce questionnement. Qu'est-ce que Yoshiki va faire? Comment est-ce qu'il va accepter la mort d'Hikaru? Est-ce qu'il va seulement y arriver? La question se posait dans les premiers épisodes, est-ce qu'il n'y a pas une relation amoureuse entre les deux? Et au fur et à mesure, on se rend compte que si. C'est ce qui rend vraiment leur lien très touchant, parce qu'on est aussi dans un environnement justement très campagnard, où on est très dans la tradition, on est très dans le folklore, dans les légendes urbaines, je dirais presque. Donc comment est-ce qu'on arrive à se construire dans un environnement comme ça, quand on ne rentre pas dans les codes qui sont prévus pour des adolescents comme eux. Et c'est vraiment très touchant. J'ai arrêté de regarder l'animé parce que déjà il y avait plus assez d'épisodes, donc j'ai laissé les épisodes revenir. Et puis c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui sont assez rudes à regarder, donc je pense que je vais me remettre dans cette série avec l'animé et puis dans le manga. Si l'histoire n'est pas trop longue, si l'histoire continue à tourner autour de cette relation, vraiment, il a vraiment ce potentiel de coup de cœur. Nous arrivons à la dernière recommandation, et non des moindres, puisqu'il s'agit d'un de mes plus gros coups de cœur de lectrice. Vraiment. Il est sorti en janvier 2023, je l'ai lu entre le 31 décembre et le 1er janvier, et je savais déjà qu'il allait finir dans mon top. Il s'agit de Mongo de Douglas Stuart. Nous suivons Mongo, qui est un peu le seul éclat de soleil qu'il y a à Glasgow, dans le quartier où il vit avec sa famille dysfonctionnelle, avec une mère qui
qui disparaît tous les 4 matins et qui donne pas de nouvelles, qui leur donne à peine de quoi manger, un frère aîné qui est chef de gang, une sœur qui rêve d'université, de grandes études et qui se retrouve dans une relation quelque peu problématique avec un de ses professeurs. Donc Mongo, avec son esprit candide, avec sa simplicité, il fait pas forcément la joie de sa famille, mais il fait la joie des lecteurs et lectrices parce qu'il est absolument attachant dès les premières lignes. Et nous le suivons sur 2 temporalités différentes, l'une où il va finir par rencontrer un jeune catholique. Oui, les conflits de religion ont une certaine importance dans l'intrigue, puisque Mongo est protestant, donc il va rencontrer James, un catholique, avec qui il va partager une passion pour les pigeons. Et bah ça va aller bien au-delà de ça, vous vous doutez bien. Et en parallèle, nous suivons Mongo dans une espèce de week-end très bizarre avec des hommes que nous ne voyons pas dans l'autre temporalité, donc on ne comprend pas bien ce qui se passe, où il va crapahuter dans les lochs au nord de l'Écosse, enfin, on comprend pas tout à fait ce qui se passe, sauf que à plus la première temporalité avance, à plus on va se rendre compte du drame qui va se passer et qui va emmener Mongo loin de l'innocence de l'enfance et vers la brutalité du monde des adultes et surtout dans la non-acceptation du monde des adultes. On n'est pas sur un roman très joyeux, vous vous doutez bien, et gros trigger warning sur celui-ci. Et l'auteur s'était déjà fait connaître pour son premier roman qui était Chongo Bane, qui parlait déjà d'un petit garçon qui découvre son homosexualité là aussi. Donc on se doute qu'il y a un côté très autobiographique, puisqu'il a vécu à Glasgow dans les années 80-90, il est lui-même homosexuel. On se doute bien qu'il y a beaucoup de références dans sa vie, et j'espère très sincèrement qu'il n'a pas vécu un week-end tel que Mongo l'a vécu, parce que ça serait absolument effroyable. Et je suis ressortie de ce roman avec le personnage de Mongo qui me hante. Je repense à ce côté solaire de cet adolescent qui, essaye de maintenir les bouts de ficelle de sa famille comme il peut, en étant le plus gentil possible, en étant le plus serviable possible, et puis il se fait marcher dessus par les membres de sa famille. Il y a peut-être que sa sœur qui est un tant soit peu sympa avec lui. Et puis quand il rencontre James, mais c'est absolument adorable. C'est l'un des couples les plus touchants que j'ai pu découvrir dans ma vie de lectrice, et vous vous doutez que j'ai lu pas mal de livres, et vraiment, mais Mongo, je le garde dans mon cœur, mais c'est une belle brique, mais vraiment, je n'ai pas vu les heures passer, je n'ai pas vu les pages passer. J'ai été touchée par cet adolescent, j'ai été touchée par cet univers qui nous est dépeint, où on sent que du coup l'auteur y a vécu dans ce Glasgow, dans les quartiers vraiment populaires, où les hommes ont de plus en plus de mal à garder leur travail, où les années Thatcher ont vraiment fait énormément de mal à l'économie de cette région de l'Angleterre. Ça fait partie des romans où j'ai l'impression que j'aurais beau en parler des heures et des heures, je ne lui rendrai pas justice, parce que il m'a vraiment touchée au plus profond de mon être, et je remercierai jamais assez Douglas Stuart de nous avoir livré une histoire comme celle-ci, et vous voyez que je suis un peu la folle au post-it. Lorsque j'aime une œuvre de tout mon cœur, j'ai tendance à vouloir lui mettre des post-it partout, et c'est un des rares où il y a vraiment des post-it, mais presque à chaque page. Et si vous vous posez la question, non, je ne me souviens plus du code couleur et je ne l'ai pas noté au début du livre, donc ça sera la surprise lorsque je le relirai. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, à me mettre en commentaire si vous avez des recommandations de livres queer écrits par des auteurs ou des autrices LGBTQIA+, enfin bref, on est dans une safe place ici et on peut parler de littérature LGBT sans aucune limite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.